Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb et salut à tous. Et aujourd'hui, on vous parle de fiches produits. On bascule dans le e-commerce par rapport aux derniers épisodes, qui étaient un peu plus généralistes. Là, on va être très précisément dans le e-commerce et notamment dans la fameuse fiche produit qui a aussi besoin d'optimisation SEO. Quelle page? Il n'y a pas beaucoup de pages qui n'ont pas besoin d'optimisation SEO. Et donc, pourquoi c'est important d'optimiser une fiche produit? Puis on va vous donner aussi plein d'éléments très précis pour vous aider à l'optimiser ou à améliorer en tout cas si elle existe déjà. Donc, démarrons par le commencement. C'est pourquoi c'est important, Romain, d'optimiser une fiche produit d'un point de vue SEO. Alors c'est important, surtout parce qu'en fait vous avez côté Google, vous avez une prise en compte des fiches produits qui sont bien spécifiques versus d'autres requêtes, d'autres mots-clés qui peuvent être travaillés par ailleurs. Un mot-clé qui va adresser spécifiquement à un produit que vous allez vendre, ça va être important côté Google, enfin en tout cas lui de le détecter en tant que tel parce qu'il va y avoir ça va impliquer en fait des affichages bien spécifiques sur les SERP. Donc sur les résultats de recherche quand vous allez taper une requête. Et vous allez voir, on vous a listé pas mal d'éléments sur comment optimiser une fiche produit parce que justement, le fait que ça soit bien spécifique côté Google implique que il y ait un travail bien spécifique à faire sur les fiches produits côté SEO. Oui, ça a plein d'avantages. C'est vrai que ça améliore la visibilité forcément dans les moteurs de recherche. Et après, alors ça, je pense que là, il y a plein d'éléments en plus qui vont être très UX aussi. Hein. Donc là, on touche, parce qu'on touche pas qu'au pur SEO sur la fiche produit. Il y a aussi l'UX forcément parce il faut qu'on convertisse. Donc là, on va vraiment aborder que la partie SEO, mais bien sûr que on sera toujours le long aussi de la partie UX parce qu'il va falloir aussi que voilà. Enfin, je voulais commencer à spoiler ce qu'on va dire, donc je vais arrêter là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, pour voir comment un produit, en fait, une fiche produit, c'est avant tout un mot-clé. Alors, c'est pas systématique parce que faut juste rappeler quand même que dans l'architecture d'un site e-commerce, vous avez quand même avant la fiche catégorie, en tout cas la page catégorie, qui permet quand même de réunir l'intégralité des produits que vous avez dans ce type de catégorie, quoi. Voilà. Et là, on va pas rentrer dans le détail des facettes et tout, parce que sinon, je pense que là, on va rentrer dans du e-commerce un peu plus hard et ce sera peut-être l'occasion de faire un nouvel épisode dessus. Mais voilà. Mais vous avez quand même d'abord une fiche catégorie qui va réunir l'ensemble de vos produits. Donc là, dans la fiche catégorie, vous allez pouvoir travailler un mot-clé très spécifique. Chaque page catégorie est travaillée sur un mot-clé très spécifique. Et après, vous allez avoir l'intégralité de vos fiches produits qui va être présentée dans cette page catégorie. Et chaque fiche produit peut être travaillée sur un mot-clé, pas systématiquement, mais vous pouvez très bien le travailler sur un mot-clé en fonction du type de produit que vous allez traiter, quoi. Souvent, c'est des mots-clés qui sont un peu plus longue traîne, puisque les pages catégories vont, eux, permettre d'aller travailler des mots-clés courtes ou moyennes traîne. C'est ça, hein, Romain? Enfin, Ouais, non, c'est ça, tout à fait. C'est une première petite vérification à faire avant d'aller attaquer vos mots-clés de produits. De pas partir en fait bille en tête et de vous dire ok, j'ai un produit, c'est forcément un mot-clé. Pas toujours. Et souvent même, c'est d'ailleurs plutôt la catégorie qu'il va falloir aller travailler. Et ensuite, si le produit spécifique répond à une intention bien précise côté utilisateur, et ça on peut le voir dans les outils quand on va benchmarker un peu la concurrence, on peut s'apercevoir que parfois effectivement c'est intéressant d'aller travailler un mot-clé sur une fiche produit en particulier. Après, c'est vrai que si vous avez, pour donner un exemple un peu plus concret, si vous avez une catégorie canapé, par exemple, voilà, alors tout dépend du nombre de produits que vous allez avoir, parce que ce qui est intéressant, c'est que vos fiches catégories doivent aussi dépendre du nombre de produits que vous allez en dessous, quoi. Si vous avez 150 000 produits sous une seule catégorie, là, il y a un gros problème. Si vous en avez 10 ou 15, voilà, c'est déjà beaucoup plus acceptable pour éviter une pagination infinie. Et donc, si vous avez une page catégorie canapé, vous avez travaillé ça sur le mot canapé, et ben vous pouvez très bien après avoir, si vous avez un seul modèle, une page produit avec canapé tissu, par exemple. Voilà. Mais dans d'autres e-commerce, si ça se trouve, canapé tissu sera une page catégorie. À voir. Et ça sera souvent une catégorie, je pense. Parce que Et ce sera souvent une catégorie. Tu vois, en le disant, je me dis, bah oui, non, en fait, l'exemple que je suis en train de donner n'est pas forcément le bon, parce que ce sera souvent une catégorie.
Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, la démarche, c'est vraiment ça. C'est vraiment de partir du dénominateur commun le plus Ouais, large possible, entre guillemets. Ça va être votre catégorie. Et en fait, de décliner comme ça. Et en fait, canapé, c'est un très bon exemple parce qu'après, vous allez avoir canapé convertible, par exemple. ouais, Et en dessous, vous allez avoir une autre catégorie potentiellement qui va être canapé convertible 2 places. Et vous voyez, vous allez pouvoir décliner comme ça. Et on reste encore dans les catégories. Et en ouais. fait, in fine, vous allez ensuite classer vos produits qui sont rangés comme ça dans des catégories plus ou moins affinées, plus ou moins précises. Mais des fois, effectivement, un produit, alors je pense que ça va être souvent le cas pour des produits style, peut-être vous allez avoir la marque dedans, vous allez avoir voilà canapé Ikea. Oui, encore que c'est même pas ouais canapé Ikea, tissu blanc, enfin où vraiment on va aller dans les très longues traînes et ça va être vraiment très spécifique. Ou un type vraiment de canapé où il n'y a pas forcément 10 millions de variantes. Bah là, ça va être Ouais, intéressant de se montrer, mais ouais, je pense que là où l'exemple est pas forcément très bien choisi, c'est que canapé, il y a 35 000 choses. Après, si vous allez dans d'autres domaines, vous avez 35 000 entre les couleurs, le nombre de places et tout ça, en fait, on va très très loin. Donc, je suis pas certain que ce soit le bon exemple. Mais par contre, si vous allez sur des trucs qui sont très très précis, je vais prendre, je sais pas moi, tétine biberon. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient, parce qu'en plus, mes enfants sont très grands, mais tétine biberon, euh, c'est sûr que vous allez peut-être avoir une catégorie, par exemple, tétine biberon, voilà. Et peut-être que dans les produits, là, vous allez avoir tétine biberon adaptable sur un type de biberon spécifique, vous voyez, et là, vous allez avoir qu'un seul produit. Voilà. Ça, je pense que l'image est un peu plus ouais, précise si ouais, on vous tout donne à cet fait. Ouais. exemple-là. Donc c'est ça, l'idée, c'est bon là, c'est juste pour vous dire, ne partez pas bien en tête en vous disant, une fiche produit, c'est forcément un mot-clé. Pas toujours. Donc il y a cette phase préliminaire qu'il faut quand même aller vérifier sur la distinction entre une catégorie et une fiche produit pour éviter de se planter tout simplement et d'aller faire des fiches produits alors qu'en fait une catégorie serait beaucoup plus intéressante, pertinente, puissante côté SEO pour ensuite aller drainer les fiches produits qui sont dans la catégorie. Hum, hum. Une autre façon de bien optimiser sa fiche produit, on va parler du contenu, évidemment, c'est de faire un contenu unique, le plus unique possible en tout cas. Alors évidemment, ça va être compliqué sur on en parlait juste avant, sur des variantes. En fait, vous allez avoir des produits qui sont somme toute très similaires, hormis par exemple la taille ou la couleur ou la forme Ouais. potentiellement. Même si la forme, on peut quand même, je pense, faire quelque chose sur les catégories. Mais en tout cas, si vous avez le même produit, donc si vous avez le même canapé mais qui est en coloris rouge, noir, vert, bleu, jaune, ça n'a de toute façon pas d'intérêt d'aller faire un contenu unique pour chaque fiche produit, puisque vous allez avoir une URL qui va être canonique, vous allez avoir un produit qui va être canonique aux yeux de Google et tous les autres vont être rangés derrière, mais n'auront pas forcément vocation à apparaître ensuite sur les résultats de recherche. On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une balise canonique, enfin, en quoi Ouais. consiste la balise canonicale? Ouais, alors la balise canonique, effectivement, alors c'est très vrai pour les e-commerce pour le coup. En fait, vous allez avoir potentiellement des produits qui sont très semblables, très similaires, où le contenu va être à 90% le même sur la fiche produit, enfin sur les fiches produits, des produits en question. Et l'idée, en fait, Google, lui, il a trouvé une parade pour ça, en fait, pour pas saturer ses ressources, en fait, pour pas aller crawler en permanence des millions et des millions d'URL, parce que c'est la réalité des e-commerce. Hein, la spécificité d'un e-commerce, à un moment donné, c'est que la volumétrie des pages est assez exponentielle. En fait, hein, dès que vous allez rajouter des produits, des catégories, forcément, le nombre d'URL potentiels générés va être exponentiel. Donc la parade côté Google, en fait, c'est d'attribuer ce qu'on appelle une URL canonique, c'est-à-dire qu'elle va prendre un fiche produit. Vous pouvez lui indiquer la fiche produit à prendre hein, en termes de canonique, en lui disant c'est celle-ci moi que je veux aller indexer sur Google, qui est la plus pertinente. Donc vous allez choisir typiquement canapé bleu, par exemple. Et toutes les autres n'ont pas vocation, en fait, vont être reliées à cette canonique, mais pas indexées et pas crawlées côté Google. En fait, l'idée, en fait, c'est de rassembler tous ces produits qui sont similaires côté Google, côté SEO, Hum. et en fait ne faire apparaître qu'une seule URL. Mais là, on est sur un souci d'économie. L'idée, c'est de vraiment pas aller crawler toutes les URL qui sont les mêmes en fait, hein, qui ont un contenu qui est vraiment similaire. C'est une Oui, puis en plus, façon ça permet de se d'indexer qu'une faciliter. seule page. Il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, en plus, à apparaître si vous avez, je sais pas moi, un canapé tissu rouge, un canapé tissu, par exemple, 2 places convertible. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à aller se positionner sur le rouge, sur le vert, sur le. Voilà. Donc, ce qui fait que vous allez avoir qu'un seul qui va ressortir systématiquement au niveau de l'index, quoi.
de Google. Et donc, Ouais, les c'est autres ça. sont juste une variante sur votre site. Une autre façon d'optimiser les fiches produits sur les balises, si tu veux, Seb. Oui, bah, bien sûr. Alors, le balisage est hyper important. Alors, je vous invite à écouter notamment notre dernier épisode sur les mots-clés, parce que ça va rejoindre un peu ça sur comment optimiser alors, du contenu en général avec les mots-clés, mais le balisage est hyper important. On peut avoir dans les e-commerce, en fait, on peut avoir des pages qui sont assez chargées d'un point de vue esthétique, d'un point de vue contenu, à la différence d'un article de blog qui peut être parfois un peu plus carré. Donc là, il va être très important de bien avoir un balisage qui est assez propre, avec une seule balise H1, au moins 2 balises HN H2. Voilà. S'il y a des foires aux questions, il faut bien qu'elles soient balisées aussi, de façon à les mettre en évidence. Et donc, il va falloir les optimiser en insérant le mot-clé ou du champ sémantique autour dans l'ensemble du balisage de la page. Et puis aussi, aller optimiser aussi tout ce qui est balise méta, donc le fameux meta title et meta description. Donc, meta title, je rappelle, c'est ce qui apparaît sur les résultats de recherche et c'est là où on clique pour aller accéder à la page quand on est sur Google. Et puis la métadescription, donc c'est le petit texte en dessous quand Google a décidé de l'afficher. Voilà, donc tous ces éléments-là au niveau du balisage doivent être absolument optimisés. Et puis bien sûr le balisage des images, bien sûr aussi c'est pareil, la fameuse balise alt, le nom de l'image. Voilà, donc bien sûr qu'on ne va pas aller baliser toutes les images de décoration. Si vous avez des flèches et tout ça, on s'en fout un peu. Par contre, si vous avez 5 images de produits, si elles sont optimisées, ça vient encore optimiser un peu plus et vous donner des points supplémentaires d'un point de vue SEO. Alors là, tu spoil un peu sur les images. On va en parler après parce que Ah merde. c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment spécifique pour le coup pour les fiches produits. Enfin, il y a Oui, tout à fait. une dissociation à faire sur les images Je vais parce qu'il y a un commencer. intérêt assez énorme là-dessus. Mais c'était voulu, c'était juste un teasing pour dire attention, il n'y a pas que ça. Restez avec nous, dans quelques minutes, vous aurez l'intégralité des éléments sur les images. Donc, donc les balises, super important, au même titre que n'importe quelle URL, n'importe quel contenu, les fiches produits, c'est évident, il faut bien optimiser aussi cette partie-là. Il y a enfin d'autres éléments qui sont hyper pertinents côté fiches produits, qu'on retrouve essentiellement dans les fiches produits même, je dirais, sur le côté SEO. Comment optimiser ces fameuses fiches SEO sur les éléments UX et conversion. Voilà, on est vraiment parce que alors on a fait un épisode effectivement sur les mots-clés qui va sortir juste avant normalement, où là on est sur des intentions transactionnelles commerciales, donc on est vraiment à la fin du funnel marketing, où on est proche de l'achat. La fiche produit, c'est le dernier moment où en fait l'internaute va passer à l'action en fait et va acheter vos produits. Donc c'est super important d'aller optimiser cette UX, donc l'expérience utilisateur et la conversion sur vos fiches produits. Et pour ça, il y a énormément de leviers potentiels pour aller travailler ça. On peut ajouter des listes, par exemple, dans vos contenus. Donc, ça permet d'avoir un contenu qui est plus digeste. Typiquement, quand vous allez afficher un menu déroulant avec les fonctionnalités de votre produit, par exemple, les listes vont permettre en fait de lister, pour le coup, rapidement toutes les fonctionnalités. Comme ça, d'un coup d'œil, la personne, avant d'acheter, peut s'assurer que la fonctionnalité qu'elle recherche sur votre produit existe, elle est bien là et ça répond bien à ce qu'elle recherche aussi. Donc, ça permet d'avoir un élément bien digeste, au même titre que les tableaux. Pareil, on peut rajouter des tableaux, il n'y a pas de limite, hein, personne ne l'interdit. Rajouter des tableaux pour synthétiser des informations sur une fiche produit, hyper important, hyper pertinent. Ça peut être un tableau comparatif aussi, on peut s'amuser à faire un comparatif entre d'autres produits que vous avez sur votre boutique même, et c'est même très pertinent parce que ça vous permet aussi de faire in fine du maillage interne vers ces autres produits-là, de travailler aussi la sémantique. Donc en fait, vous allez pouvoir afficher plusieurs produits comme ça dans votre tableau, un mini comparatif entre guillemets. Ça va permettre d'affiner aussi l'intention utilisateur. C'est que l'utilisateur voit le tableau et se dit ah non, peut-être que ce produit-là serait plus pertinent par rapport à la couleur, la forme, que sais-je, le bienfait que ça va procurer. Donc il va cliquer sur ce nouveau produit et va plutôt aller sur le produit qui correspond le plus. Donc vous voyez, et en plus ça vous fait du maillage interne et ça vous permet de travailler la sémantique sur vos fiches produits. Donc super important. Les avis clients, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, un e-commerce qui ajoute pas ses avis clients, même sur ses fiches produits, c'est un énorme manque à gagner, je pense. Ouais, c'est clair. Là, les avis clients, on est sur la réassurance pure.
On sait que ça travaille des biais chez tout le monde. Quand on va acheter un produit, on voit que d'autres sont déjà passés avant, ils sont super satisfaits du produit, donc en fait ça rassure. Donc on se dit ok, je suis pas le premier, je vais pas au feu avec ce produit-là, personne n'a acheté, je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Je vois qu'il y a des avis clients, les gens sont super contents, sont super satisfaits. Les avis clients, encore mieux si vous faites des vidéos. Si vous ajoutez des vidéos type UGC, en fait, vous allez recevoir des vidéos de vos utilisateurs qui ont fait une vidéo de votre produit, qui l'ont testé, validé et qui recommandent à 200%. Alors là, on est dans l'avis client ultime, en fait. L'aspect vidéo, c'est super pertinent maintenant aujourd'hui sur les produits. Enfin, en tout cas, ça, sur la conversion et sur le fait d'acheter le produit, c'est hyper important. Voilà, on en a listé beaucoup. Il y a les menus déroulants, évidemment. Donc là, vous allez pouvoir caser votre contenu sans que ça surcharge la page et que les gens soient obligés de se farder tout le contenu avant d'aller acheter. Les Pour menus les FAQ, déroulants, très bien. pour les FAQ, voilà, c'est parfait. Vous faites ça en menu déroulant. Google, lui, scanne, il voit très bien le contenu. C'est pas parce que c'est caché dans un menu déroulant que lui, il le voit pas. Au contraire, enfin, lui, il voit tout ce qui est aspect contenu sur une page. Des CTA qui soient les plus clairs possibles. Toujours dans la conversion, on peut faire des tests, de l'A/B testing. Est-ce que la couleur verte c'est mieux ou couleur rouge sur mon bouton? Enfin, on peut aller très très loin dans l'A/B testing, donc sur les CTA. Et on peut même imaginer rajouter des quiz, des simulateurs. Pourquoi pas? Sur certains produits, ça peut être pertinent en fait de rajouter ces éléments-là. Ça va générer de l'interaction de la part d'utilisateurs. N'oubliez pas que l'interaction côté utilisateur, j'allais dire que c'est en vogue côté Google, mais c'est vraiment pris en compte et on s'aperçoit maintenant avec NavBoost que c'est hyper intéressant. Enfin, c'est très pris en compte côté Google, les interactions utilisateurs de plus en plus. Donc voilà, vous avez tout intérêt à rajouter des éléments interactifs sur vos fiches produits même. On peut imaginer de la gamification aussi, si le produit s'y prête. Voilà, essayer de gamifier tout ça, des carousels, un chat intégré, que ce soit un chatbot ou un chat avec un humain qui puisse répondre assez rapidement sur des interrogations. La personne est sur la fiche produit, elle est proche de l'achat, mais elle a encore une question, elle sait pas trop, elle n'arrive pas à trouver son truc. Un chatbot ou un chat humain qui peut répondre rapidement si vous avez les moyens, si c'est un gros e-commerce. Enfin voilà, tous ces éléments vont participer à l'UX et à la conversion de vos fiches produits. Donc là, c'est hyper pertinent et surtout, et je rajoute que, parce que nous, on parle essentiellement de SEO, même si tout est lié, évidemment, le SEO, l'UX, le CRO, de plus en plus, ça a un enjeu même côté SEO. Comme je vous disais, ça génère de l'interaction potentiellement, donc ça veut dire que c'est intéressant côté Google et donc il aura plus de chances de vous positionner au plus haut sur les SERP s'il voit qu'il y a un intérêt réel en fait quand les gens arrivent sur votre page. Et tous ces éléments-là travaillent au SEO indirectement. Ouais, et donc, oui, je te rejoins. Alors, bien sûr que soyez vigilants parce que ce que vous dit là, Romain, n'intégrez pas systématiquement dans toutes vos pages. Il faut que ça réponde bien à l'intention de recherche. Oui, c'est Et puis, adapté au faites-le. produit. Ouais. Ouais, il faut s'adapter au produit. Il faut que ce soit esthétiquement, il faut que ce soit quand même plutôt sympa. Allez pas vous foutre plein de blocs pour tenter d'en mettre un maximum. Voilà, enfin, c'est ce que tu disais. Voilà, l'IA peut vous aider pour faire tout ce qui est tableau, tout ce qui est quiz, tout ça. Il y a plein de choses maintenant avec l'IA qui est assez simple. Voilà, donc faut que ça reste bien sûr esthétique. Voilà, et attention. Alors je sais pas si après on va parler de contenu ou pas, mais attention au contenu que vous allez intégrer aussi pour répondre bien à l'attention de recherche. C'est-à-dire que sur une fiche produit, on est quand même sur des gens qui sont prêts à sortir la carte bleue et très très proche en fait de l'achat, pour pas dire quasiment à l'achat quand les gens ont déjà la carte bleue dans la main. Et donc ça veut dire que c'est pas la peine de refaire l'histoire du canapé en tissu depuis le Moyen Âge sur ce type de page. C'est pas du tout ce qui est attendu. Ce qui est attendu, ça va être comment entretenir son canapé. Voilà, ça va être comment se faire livrer son canapé. Toutes les questions que peuvent se poser vos clients avant de passer à l'acte d'achat, quoi. Voilà. Donc, il faut répondre à cette intention de recherche-là et non pas sur l'histoire du canapé depuis l'époque de Charles III. Ça, ils s'en foutent royalement. Même si c'est intéressant en soi, mais pas forcément. Mais c'est pas chacun ses passions. Ouais, c'est pas le moment effectivement sur une fiche produit. Alors après, ça c'est des éléments voilà, du X et de conversion. Après, vous avez aussi un autre gros bloc qui est le maillage interne, qui est à travailler de façon très précise.
Donc, bien sûr que vous allez avoir un maillage interne. Normalement, si votre site est quand même plutôt bien fait, avec naturel, avec le fil d'Ariane qui va être juste au-dessus. Logiquement, enfin, sur une grosse partie des sites, on retrouve ça. Donc, en fonction du thème que vous allez choisir, en fonction du CMS et Shopify, PrestaShop, enfin, c'est des choses qui sont généralement préenregistrées. Mais vérifiez quand même qu'il soit présent, parce que ça, c'est indispensable d'avoir le fil d'Ariane. Voilà. Il faut aussi aller faire des liens avec vos autres pages. Donc, forcément, la page catégorie. Ça, c'est une logique sans nom, mais il faut quand même le préciser. Je vous invite à écouter notre épisode sur le maillage interne, alors qui n'est pas forcément spécifique sur le e-commerce, mais qui vous donne plein d'infos sur comment bien intégrer son maillage interne. Je vous rappelle qu'un lien posé en plein milieu d'une page sans contextualisation, avec juste un bouton sans texte autour et tout ça, est beaucoup moins fort qu'un texte au sein d'un lien, au sein d'un texte. Voilà. Donc il va falloir alterner entre la partie UX et la partie SEO pour que ce soit qu'il y ait du maillage interne qui soit construit, mais aussi qui soit là pour convertir, quoi. Et puis, vous allez pouvoir avoir des blocs, alors qui sont parfois aussi automatiques, pour aller proposer des produits complémentaires ou qui peuvent être aussi similaires. Et si vous êtes sur, je sais pas moi, des chaussures de sport noires, peut-être que vous allez avoir les chaussures de sport blanches qui sont identiques dans la même taille que vous pouvez proposer, ou les autres types de chaussures de sport pour le running, voilà. Que ce soit complémentaire ou similaire pour aller aussi guider votre visiteur pour qu'il aille voir aussi ce qu'il pourrait acheter, parce que il n'a pas fait l'achat, donc ça veut dire qu'il hésite encore, et donc ça peut peut-être lui permettre d'aller voir, comme ton tableau que tu disais, avec les autres produits. Voilà, si vous êtes sur des compléments alimentaires, peut-être que vous allez pouvoir proposer des choses qui viennent en complément. Et vous prenez du magnésium, et vous pouvez en plus prendre, je sais pas, du zinc, tout ce que vous pouvez trouver comme complément alimentaire, des combos. Vous avez ça beaucoup, par exemple, sur des sites comme Amazon, où ils vous disent les clients achètent généralement en complément, voilà, et ils vous proposent même des espèces de bundles là avec les deux produits, voilà. Donc là, vous avez plein de possibilités de venir complémenter ou proposer d'autres produits à vos visiteurs, quoi. C'est hyper important. Et Donc ça là, fait du bien maillage. travailler votre maillage interne. Ouais, donc ça, c'est sur l'aspect maillage interne, effectivement, donc hyper pertinent. Ensuite, on attaque donc ce que tu avais évoqué tout à l'heure, les éléments graphiques. Alors, j'ai nommé ça les éléphants, les éléphants, Les les éléments éléphants, ouais. graphiques, pardon. Les éléments graphiques et je voulais qu'on fasse un focus effectivement sur les images, parce qu'on est sur des fiches produits, donc les images, c'est juste incontournable sur des fiches produits. Donc, il y a plusieurs éléments à vérifier sur les images côté SEO. Déjà, la taille des images, on sait que 100 kilooctets par image, c'est un bon seuil en fait à viser. Essayez de pas aller au-delà de 100 kilooctets. Alors parfois ça se vaut parce que les images sont tellement lourdes de base, parce on est sur des fichiers de format qui sont très lourds, et parce que l'image est hyper qualitative, donc c'est difficile de réduire la taille à 100 kilooctets ou en dessous sans sacrifier la qualité de l'image en elle-même. Donc voilà, notez que 100 kilooctets chez nous, côté SEO, on estime que c'est un bon seuil, en tout cas sur l'optimisation de la taille de l'image. C'est un seuil à viser, en tout cas sur la majorité des images sur un site. Il faut que la taille Ouais, d'affiche... je rappelle, ouais, Ouais, t'as raison, c'est important cette taille, parce qu'en fait, moi, j'ai des clients qui me disent, ouais, non, mais 100 kilooctets, c'est pas grand chose, on va perdre en qualité et tout. hein. Non, non, si l'image est bien, alors forcément, si vous commencez avec des images qui font 15 gigaoctets, pour la réduire, ça va être compliqué. Donc, il faut déjà savoir d'où on part. Mais pour rappel, une page web, tout confondu, le code et tout, c'est pas plus d'un mégaoctet. Donc, tout, le code, les images, le texte, tout ça. Donc, si vous avez une image qui fait déjà ce poids-là, en fait, ça va alourdir grandement votre page, quoi. Donc, c'est hyper important. Je pense que vous pouvez passer jusqu'à 150-200 kilooctets si vous avez des images qui sont assez importantes au sein de votre page. Voilà. Par contre, si vous avez des images classiques en e-commerce qui sont, qui prennent pas une grosse partie de votre page, 100 kilooctets, c'est largement suffisant, quoi. Vous avez plein d'outils pour le faire sans perdre. Et sincèrement, au niveau qualité, j'insiste, parce que ça me revient beaucoup, quoi. En me disant, on va perdre en qualité. Et nous, non, vous perdez pas en qualité. Regardez sur le type d'écran, sur lequel on regarde aujourd'hui les sites, quoi. Et en plus, ça passe de plus en plus par smartphone. Donc, non, vous perdez pas en qualité. Oui, c'est sûr, faut pas se faire des nœuds au cerveau. Effectivement, privilégier quand même la qualité de l'image, sans forcément tout sacrifier Ouais. au l'hôtel des 100 kilooctets, mais c'est une base.
La taille d'affichage aussi, c'est important. Nous, on voit très bien que ça a beaucoup d'enjeux sur les performances en fait d'affichage de la page. Si la taille correspond pas exactement à sa taille d'affichage ensuite sur les navigateurs, que ce soit sur mobile ou desktop. Donc voilà, il y a peut-être une réflexion en fait sur la taille de l'image en sortie en fait quand vous faites vos images, vos packshots et tout. Vérifiez que ça correspond plus ou moins à la taille d'affichage qui sera réellement affichée ensuite sur les devices utilisateurs. Donc Mm. ça, il faut bien le prendre en compte en amont parce que c'est un enjeu. En fait, alors pourquoi c'est un enjeu? Bon, on verra après. J'expliquerai pourquoi c'est un enjeu sur les images en particulier, mais même sur tous les leviers SEO sur un e-commerce. Euh, Autre élément à aller optimiser, bon, on en avait un petit peu parlé dans un autre épisode, la balise alt aussi, le nom de l'image, évidemment. Essayer d'optimiser ça, c'est-à-dire mettre le nom du produit idéalement. Bien générer la balise alt en expliquant bien ce que c'est pour les personnes qui sont malvoyantes et qui utilisent des lecteurs en fait qui permettent d'afficher. Enfin, quand l'image ne s'affiche pas dans le navigateur, c'est ce texte alt qui s'affiche. Donc toujours important de bien le renseigner et de faire les choses bien. Évidemment, le gros du travail, c'est de faire de belles images de vos produits. Parce que là, en termes de conversion, on sait que les images, typiquement, ça va être, c'est un énorme levier. Et donc, ça a son importance côté SEO. Donc, par pitié, faites des superbes images. Il faut que vraiment s'il y a un travail, le gros du travail à faire sur une fiche produit, hormis tous les éléments qu'on vous donne là aujourd'hui, c'est vraiment déjà de vous concentrer sur les images, parce que les images vont apparaître aussi sur les résultats de recherche. Donc c'est Alors, puis je hyper. rajouterais que de toute façon, les images aujourd'hui, alors quand tu dis de belles images, et puis des belles images que vous avez prises vous-même de vos produits. Parce que si vous prenez des images dans des banques d'images, en fait, tout le monde va puiser dans ce genre de choses. Google sait très bien les identifier aujourd'hui, donc c'est pas du tout personnalisé. Donc allez, s'il vous plaît, prenez le temps de prendre vos produits avec mieux Photo, vaut une ouais. belle photo avec un smartphone de votre produit qu'une image prise sur une banque de données. Hein. Ou chez le fournisseur. Ou chez le fournisseur, La t'as raison. tentation, c'est d'aller prendre l'image du fournisseur. Non, en fait, il y a un cas où ça peut être pertinent, c'est quand le site est en pré-prod, on n'a pas encore les images et puis on veut quand même commencer à bosser dessus. Ok, là, vous mettez vos images fournisseurs, on s'en fout parce que c'est en pré-prod et c'est pas encore en prod. Mais oui, de grâce. Après, il faut vraiment les travailler ces images. C'est comme tu dis, c'est ne serait-ce que d'avoir des images uniques aux yeux de Google, où c'est effectivement c'est pas repris sur des banques et tout. Donc de belles images uniques. Le must du must en e-commerce là aujourd'hui en 2025, des vues à 360 degrés si possible. Donc maintenant, je sais qu'il y a des outils qui permettent de le faire. De plus en plus, ça se démocratise et notamment via l'IA. On va en parler aussi un petit peu de l'IA, mais sur les images. Mais des vues à 360, c'est super. Moi, j'en fais l'expérience aussi quand je vais acheter des choses sur le web. J'arrive sur des fiches produits où effectivement, je peux aller tourner, zoomer un petit peu le produit. Si ça s'y prête et qu'il y a vraiment besoin d'aller voir un petit peu le produit sous toutes ses coutures, c'est super pertinent. Une vue à 360 degrés, c'est super sur l'UX, la conversion. Encore une fois, faut le faire, quoi. Alors, évidemment, ça dépend des ressources, de ce qu'on peut faire, mais ça se démocratise de plus en plus. Je pense que ça va être la norme dans les années à venir d'avoir au moins une vue à 360. Donc ça, si c'est possible, ajouter des vidéos aussi. Donc là, on parle des images, mais effectivement, ajouter une vidéo sur votre galerie d'images, ça c'est pareil en termes d'UX et de conversion, encore une fois. Et même côté SEO, parce que ça peut s'afficher, ça peut être généré ensuite sur les résultats de recherche. C'est hyper pertinent. En fait, vous allez voir une démonstration rapide du produit. Sur Amazon, ça se fait de plus en plus, et de plus en plus sur des e-commerce hors Amazon. Vous allez voir comment fonctionne l'outil, si c'est le produit, par exemple, si c'est un produit vraiment qui s'y prête, voir le fonctionnement, comment ça fonctionne, comment il agit, si c'est un décapant, je sais pas. Enfin, c'est vraiment incontournable. Donc, s'il y a moyen aussi de faire une vidéo, nous, on encourage vraiment côté SEO à faire une vidéo parce qu'on sait que ça a un impact et c'est un enjeu. Ouais, c'est clair. Les images IA, qu'est-ce que tu en penses sur e-commerce? Image IA, tout dépend de ce qu'on appelle image IA, mais après, quand on voit passer les images IA aujourd'hui qui sont enfin, on voit à peu près toutes les mêmes images IA. On les voit, ces images IA qui sont créées par de l'IA, qui sont pas très naturelles. Donc, en fait, l'image IA c'est pas une problématique en soi. Moi, ça me dérange pas aujourd'hui d'intégrer une image IA sur que ce soit un texte de blog ou une page produit. C'est pas une problématique. C'est surtout qu'est-ce que ça va donner envoyer comme image et comme et là, je parle pas de l'image, mais je parle de l'image du site.
à votre lecteur et à votre futur acheteur. Donc, si l'image est hyper pertinente et que ça représente bien votre produit, pourquoi pas. Après, il y a plein d'outils, tu disais, qui existent aujourd'hui où tu peux prendre ton produit et derrière, tu vas pouvoir ajouter un fond et tout ça. Donc et c'est assez bien foutu, je trouve. Donc, le mettre en condition, sa façon d'utiliser, si c'est bien foutu, si c'est bien fait, pourquoi pas. Une image pure IA après, où ça se voit vraiment, par contre, je trouve pas ça hyper vendeur, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Non, ouais, bah pareil, en fait, prudence. Ouais, prudence pour le coup. De plus en plus, hein, il y a des logiciels où en fait, maintenant on peut faire on peut mutualiser entre guillemets les packshots où avant il fallait forcément faire intervenir un photographe, aller dans un studio pour Ouais, avoir un décor et avoir quelque chose. Il y a des outils maintenant qui permettent de le faire à la volée, à l'infini, avec n'importe quel décor, ce qu'on veut et tout. Et en fait, l'avantage, c'est que ça, on garde en fait le produit, donc c'est l'image du produit, et c'est tout l'environnement autour qui est généré de façon IA. Donc ça ouais. permet voilà de mutualiser et d'avoir une déclinaison d'image en fait du produit avec plein de variantes qui sont hyper intéressantes. Après, on peut aller tester, AB tester tout ça, et donc c'est super intéressant. Mais prudence, effectivement, si c'est la pure génération, c'est pas vraiment votre produit. Là, il y a un risque parce que la personne achète ça et elle reçoit le produit, c'est pas du tout ce qui a été généré par IA, par exemple. On peut avoir ce cas-là. Bon, ben là, c'est un gros souci, hein. C'est donc, Après c'est toute une question d'image de marque aussi, hein. Après, on a aujourd'hui ouais, quand bien même sûr. pas mal de personnes qui font du dropshipping. Il y en a beaucoup qui font du drop et qui vont proposer des produits qu'ils n'ont jamais vus, ils n'ont jamais testés, qui sont pas sûrs de la qualité. Ils achètent ça en Chine, ils font des images qu'ils récupèrent n'importe où. Et ils arrivent aujourd'hui à se positionner. Voilà. Par contre, il y a une question de branding. Généralement, sur ces sites-là, quand on regarde les avis, on voit que les avis sont quand même, quand il y en a, parce que, voilà, alors, quand ils sont pas fake, etc., etc. Mais voilà. Mais par contre, si vous êtes vraiment dans l'idée de construire un e-commerce avec une image de marque, un branding, et vous souhaitez être là présent pendant un minimum de temps quand même, bon bah faites les choses bien, quoi. Attention à pas vouloir prendre des raccourcis, et je pense que c'est la grosse problématique d'aujourd'hui. On va rentrer dans un peu de philosophie, mais la grosse problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on nous propose, il y a je sais pas, X outils qui apparaissent tous les jours, qui vous proposent fois des monts et merveilles en disant c'est génial, vous allez pouvoir gagner 4 heures de votre temps. Bien sûr qu'il y a plein de choses bien à prendre là-dedans, mais attention à ne pas vouloir à chaque fois gagner, 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 parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez en payer les conséquences et vos visiteurs vont fuir, quoi. Si c'est la même chose que tout le monde, avec tous les outils qui sont déjà mainstream, vous n'allez pas vous différencier, hein. Donc les images hyper importantes, et quand tu parles d'éléments graphiques, vous pouvez aussi avoir plein d'autres éléments. Tu parlais des tableaux, mais ça peut être des infographies sur l'utilisation, voilà, il y a plein de façons d'utiliser des éléments graphiques pour que ce soit assez agréable à regarder, quoi. Et que votre page, euh, votre page produit donne envie. Que c'est ça, hein, l'objectif Oui, quand c'est même, ça. hein. In fine, c'est ça. C'est le but du jeu, c'est de faire passer à l'achat. Donc, on fait rarement passer à l'achat sur une fiche horrible avec des éléments qui apparaissent à droite à gauche et qui C'est clair. rassurent pas, qui sont en fait il faut alors c'est un peu triste hein, ce que je veux dire, mais il faut travailler tous les biais humains quoi. C'est horrible à Ouais. dire, mais tous les biais qui sont liés à l'achat, ben malheureusement c'est ce qu'il faut aller travailler en fait hein. Et c'est malheureux hein, de dire ça, mais on est tous perclus de biais, en particulier quand on est face à l'argent et quand on va acheter des choses que les marketeurs ont bien compris hein, depuis des dizaines d'années, hein, sans problème. Et tout ça, en fait, c'est des éléments qui sont à travailler. Et donc, bon, nous, sur le cas spécifique du SEO, qui a en plus un enjeu, ce côté SEO, sur le ranking après global d'un site. Donc, c'est des éléments qui Ouais, participent à tout ça. et quand tu parles des biais, ça veut dire qu'il faut pas éviter de mettre de la couleur. Faut pas, si vous voulez qu'ils cliquent sur un bouton pour avec une réduction des choses comme ça, bah, il faut mettre de la couleur. Enfin, faut pas être trop, faut pas Au trop se dire Timoré. non, faut pas faire ça parce que voilà. Alors là, on Ouais. part sur la partie UX, hein, et on n'est pas des experts UX. Donc, mais par contre, ce qui est clair quand on échange avec des experts UX, c'est que de toute façon, faut pas hésiter à mettre de la couleur, quoi. Faut éviter les images ternes, faut attirer l'œil, hein. Y a pas à tortiller. Faut tirer le chaland, quoi. Voilà, bah, c'est ça. Autre élément, c'est tous les éléments techniques. Donc là, on parlait des éléments graphiques, mais il y a tous les éléments techniques aussi qui vont être très importants à travailler dans le cadre de votre fiche produit. Alors, l'URL optimisée, on en parlait lors de notre dernier podcast sur les mots-clés. Donc voilà, il faut que votre URL soit optimisée. Évitez les URL à rallonge, et que dans votre permalien, le petit morceau là de lien qu'il y a, enfin de texte qu'il y a au bout de votre lien, ce soit optimisé, qu'on puisse s'y retrouver.
idéalement insérer le mot-clé à l'intérieur, c'est quand même plus clean. Et éviter de faire 5 mots maxi, je pense que c'est plutôt bien. Voilà, sachant que c'est pas une règle, c'est pas inscrit dans le marbre, hein, mais c'est quand même plus propre et en plus ça permet d'optimiser son URL. Il y a les données structurées. Alors là, on a un épisode sur les données structurées, donc je vous invite vraiment à l'écouter pour avoir beaucoup plus de détails. Mais sur la partie produit, il y a plein de choses quand même à optimiser sur les données structurées. Donc on peut rappeler rapidement les données structurées, hein, mais c'est un petit bout de code que vous allez insérer dans votre site, enfin sur votre page, qui va permettre de donner des informations supplémentaires à Google avec parfois du contenu enrichi, parfois, enfin il y a plein de choses. Donc sur une page produit, il y en a de plein de sortes, mais vous avez la première chose à laquelle on pense, c'est la fameuse donnée structurée qui va être produit, où là on va pouvoir donner des informations sur le prix, la livraison, le stock. Voilà, on va pouvoir aussi intégrer tout ce qui va être avis Google sur une autre donnée structurée, où là on va pouvoir faire afficher les fameux avis Google, les avis, pas forcément Google, les avis avec les étoiles jaunes qui vont apparaître sur les résultats de recherche de Google. Et donc, allez voir sur vos concurrents et sur des fiches produits classiques. En fait, quand vous avez dans Google, dans les résultats de recherche, vous avez le prix, la disponibilité et les avis, c'est que ce sont des données structurées. Donc, deux solutions. Soit vos concurrents ne les utilisent pas. Si vous utilisez, ça attire l'œil sur Google, c'est top. Soit ils les utilisent et c'est vous qui êtes plutôt en retrait parce que tout le monde a ça et vous ne l'avez pas. Donc, c'est pas top, quoi. Voilà. Puis les données structurées, vous avez le fil d'Ariane, vous avez plein de choses comme ça, hein, que vous pouvez rajouter en données structurées. Mais là, on va pas tout détailler. Je vous invite à écouter notre épisode pour avoir plus de détails. Autre élément, Romain, sur les éléments techniques. Ouais, un autre élément technique, c'est le temps de chargement aussi. On l'a un petit peu évoqué sur la taille des pages et la taille des URL. Effectivement, c'est un enjeu sur le temps de chargement aussi. Donc veillez à ce que son e-commerce soit pas à la ramasse à ce côté-là, parce que encore une fois, ça c'est un enjeu et SEO, de positionnement global et UX, parce que si les gens mettent plus de 3 secondes, on sait qu'au-delà de 3 secondes, les gens ils pogostiquent, ils repartent et ils arrivent même pas sur votre site et ils vont voir ailleurs. Donc au moins vérifier que voilà les pages qui s'affichent, en particulier les fiches produits si c'est important, qu'elles soient. Ce qu'est le pogo sticking? Ouais, pogo sticking, c'est vous voyez en fait l'espèce de bâton sur lequel on rebondit là, c'est un peu l'idée en fait. C'est le pogo sticking, c'est on arrive sur un site, pour n'importe quelle raison, on n'arrive pas à y accéder, il y a un problème de chargement ou c'est trop long ou c'est frustrant. La personne repart en arrière en fait et repart. Voilà, donc c'est ça un peu le pogo sticking. Et on sait qu'en SEO c'est très mauvais parce que ça envoie un très mauvais signal côté Google en fait. Où les gens en fait cliquent sur un lien et puis repartent tout de suite chez le concurrent. Google tout de suite c'est des warnings. On se dit ok, là il y a un problème sur ce contenu, donc clairement on va peut-être pas le laisser dans les premiers résultats s'il était déjà dans les premiers résultats. Donc c'est un très mauvais signal. Donc voilà, temps de chargement, il y a plein de choses à vérifier. Donc ça, on fera un épisode dédié, je pense aussi sur les aspects techniques, sur les temps d'affichage. Il y a potentiellement un enjeu sur l'hébergeur, sur les serveurs, sur le rendering aussi, sur le JS. Enfin voilà, il y a énormément de paramètres à aller optimiser de ce côté-là. Bon, en tout cas sur les éléments techniques, sur la fiche produit, vérifier qu'il y a pas un énorme souci là-dessus. D'autant plus que quand on est sur un e-commerce, on est, comme on le disait au début, sur potentiellement des milliers, voire des millions d'URL. Là, pour le coup, on sait que ces paramètres-là, s'ils sont bien travaillés et s'ils sont bien optimisés sur les aspects techniques de la force, et notamment sur les temps d'affichage et sur les perfs en elles-mêmes, on sait que là, il y a des gains d'échelle qui sont monstrueux parce qu'on va appliquer ça sur des millions d'URL potentiellement. Donc ça, c'est important. Et plus le site est gros et plus les aspects techniques, perfs et affichage sont importants. Donc les temps de chargement, un sitemap pour les produits, ça mange pas de pain. On fait un sitemap dédié pour les produits qu'on soumet directement dans le robot TXT. D'ailleurs, hein, on n'hésite pas, on peut mettre tous les sitemaps qu'on veut dans le robot, c'est pas plus mal. C'est bien aussi, ça peut faciliter le crawl des robots d'indexation. Donc un sitemap sur les produits, ça c'est important aussi. Et un dernier aspect technique. Très important, mais là, on va même au-delà du e-commerce, c'est la partie responsive. Forcément, il faut que votre site soit responsive, soit adapté pour les smartphones.
c'est indispensable. Mais là, on va bien plus loin que le e-commerce. Aujourd'hui, c'est indispensable vu le nombre de personnes qui utilisent, qui vont sur Internet via leur smartphone. Donc voilà. Et donc la complexité qu'il peut y avoir sur les sites e-commerce, c'est quand même que par rapport, et là je reprends encore mon article de blog qui est un peu plus bête entre guillemets dans sa construction, quoique faut quand même faire du contenu enrichi quand même aujourd'hui. Mais un site e-commerce, on peut vite avoir quand même plusieurs colonnes, des images, du contenu, des FAQ, des ascenseurs, enfin pas des ascenseurs, des accordéons, voilà, pour détailler le texte. Donc on peut avoir quand même plusieurs contraintes très techniques. Donc il faut être certain qu'aujourd'hui, tout ça, quand on va sur un smartphone, ça apparaisse nickel. Voilà. Donc sur des CMS comme Shopify, PrestaShop et compagnie, c'est quand même plutôt bien étudié, qu'il n'y a pas trop de difficultés. Mais comme on a l'habitude de travailler tous autant qu'on est quand on est dans le digital sur nos PC ou nos Mac, on a quand même l'habitude de regarder, oh, c'est bien, ça fonctionne bien sur notre écran. Sauf qu'il faut quand même aller regarder ce qui se passe sur le smartphone. Donc, soit vous allez sur votre smartphone directement, soit vous utilisez l'inspecteur de Google, un petit clic droit inspecteur pour aller tester les différents formats de smartphone. Mais s'il vous plaît, allez-y, parce que c'est peu fait. Et généralement, on s'aperçoit que les erreurs sont soit non dites, soit elles sont données par nos clients en disant tiens, j'arrive pas à accéder au truc quand ils sont pas partis chez la concurrence. Hein. C'est ce qu'ils font généralement. Ouais. Donc, Et là, c'est hyper dommageable. vigilance. Ouais, Ah ça bah peut oui. être hyper dommageable parce que, je sais pas, ça doit être 80% des achats maintenant, c'est sur mobile. Donc, si vous n'avez pas Ouais. même j'irais même plus loin en disant qu'il faut peut-être même une version mobile de votre shop, en fait. C'est-à-dire vos fiches produits, il vous faut une version mobile dédiée où les agencements sont peut-être pas les mêmes que sur une version desktop. C'est vraiment, hein, parce que là, on va aller travailler la conversion, encore une fois. Ouais. La manipulation de l'écran sur un smartphone n'est pas la même que quand vous êtes avec une souris et clavier sur votre PC. Donc potentiellement qu'il y a des éléments qu'il faut faire remonter versus une version PC de bureau en affichage. Donc ouais, moi je dirais même carrément faire des versions mobiles spécifiques pour les fiches produits, quoi. Clairement. Ouais, t'as raison, parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez la possibilité de créer votre site sur PC et avoir une partie responsive. Ça veut dire qu'avoir une partie qui va prendre ce que vous avez déjà créé sur le PC pour après l'adapter sur le mobile, mais vous avez la possibilité de créer une thématique spécifique pour votre mobile. Donc, quand vous avez le temps en investissement, que ce soit humain ou financier pour le faire, oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est clair. Et je regardais rapidement les chiffres par rapport à ce que tu disais, c'est 74% des transactions e-commerce mondiales qui sont effectuées via mobile. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que 3 achats sur 4 se font via le mobile. Donc, c'est quand même con aujourd'hui de ne pas penser ça en priorité. Et c'est ce que fait Google, hein, d'ailleurs. Hein. Google, Ouais. aujourd'hui, la priorité, il regarde d'abord ce qui se passe sur le mobile avant de regarder ce Ah, qui se passe sur le PC. Hein. Donc, complètement. indispensable. Et un dernier élément sur l'optimisation des fiches produits. Donc on revient un petit peu sur des éléments dont on a déjà parlé un peu, mais qui sont importants et qui sont bien spécifiques à une fiche produit. Vérifier tout ce qui est expérience d'achat, très important aussi pour la conversion notamment. La disponibilité des produits, le stock, les méthodes de paiement, les délais et modes de livraison. Hyper important ça aujourd'hui en 2025, hein, quand on sait que les gens n'acceptent plus entre guillemets que un produit mette plus de 3 jours à arriver chez soi, quoi. Donc tout ça, c'est des éléments de réassurance aussi qui participent un peu à tout ça, qui sont hyper importants. On a parlé un peu des données structurées, c'est des données aussi qui figurent dans les données structurées, qui peuvent être affichées ensuite sur les résultats de recherche. Le stock, les délais de livraison, les modes de livraison, les modes de paiement. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là sont hyper intéressants et il faut les afficher au plus possible pour les utilisateurs. Ouais, Voilà, bah écoute, indispensable. je crois qu'on Indispensable. a fait le tour. Ouais, alors Je pense qu'on a fait le certain tour que des fiches produits. ouais, fiche produit Encore une fois, il y a hyper beaucoup à dire, importante. hein. Ouais. Ouais, Ouais, fiche on produit, nous a donné plein. ouais, si on Vas-y, doit démarre, parce que conclure, sinon on va pas y arriver. retenez, En retenez fait, simplement qu'il y a, ouais, on arrive à la fin. Ouais, en guise de conclusion rapido, voilà, retenez qu'il y a beaucoup de leviers à travailler en SEO sur les fiches produits. C'est très spécifique, donc ça nécessite des compétences très spécifiques. Il y a des agences qui sont dédiées e-commerce en fait, hein, qui ne font que du SEO sur des e-commerce. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment très spécifique dans l'univers SEO en lui-même. Voilà, là on vous a adressé
on va dire peut-être 80% des bonnes pratiques sur les fiches produits, même si on peut aller largement encore aller développer chaque item. Mais voilà, ça vous donne une vision d'ensemble sur l'optimisation des fiches produits côté SEO, l'intérêt de le faire et comment tout ça surtout se marie aussi de plus en plus avec l'UX, avec la conversion, le CRO. Voilà, on voit bien que tous ces éléments aujourd'hui sont liés et le SEO ne travaille plus de son côté dans son coin, dans son silo. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler le SEO tout seul de son côté. Ça ne marche plus et tout doit être lié avec l'UX, le CRO et on gagne en fait même en expertise côté SEO. Là, on parle pour nous en tant que consultant quand on bosse pour nos clients et tout ça. C'est d'avoir en fait d'avoir ces notions-là, de savoir que l'UX travaille avec le SEO, la CRO, à tous les autres canaux, les réseaux sociaux, les newsletters, tout ça est lié et en fait participe au SEO aussi indirectement. C'est pas à sens unique. Donc en fait, c'est important que vous ayez tout ça à l'esprit. Et voilà. Je sais pas si Ouais, tu et veux. c'est pour ça que le SEO est génial. Voilà. Et donc, Oui. un des éléments, c'est juste que on a fait un épisode aussi pourquoi le SEO est génial et ça en fait partie Alors, justement de ça, que ça ne touche pas uniquement, ça touche à plein d'autres domaines. Voilà. Donc, j'en profite d'ailleurs pour, avant de terminer le podcast, pour remercier notre partenaire OneMyDay qui nous accompagne depuis le début de l'aventure de Mission SEO. Donc, merci à eux. Donc, OneMyDay, je rappelle que c'est qui propose des formations multiples et variées dans le domaine du digital, graphisme, montage vidéo et SEO. Et en plus, ils sont super sympas. Il y a un code promo si vous voulez vous former et aller plus loin sur le SEO notamment. Voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous êtes suivi par des coachs régulièrement, chaque semaine. Vous avez 1 heure avec chaque coach, avec un coach. Et donc, vous n'êtes pas laissé seul devant votre écran à vous gratter la tête parfois sur certains concepts. Donc c'est quand même très très humain et c'est pour ça qu'on apprécie aussi leur façon de faire. Voilà. Et donc on vous remercie vous aussi qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Merci à tous pour vos retours. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Voilà. Et si vous avez des idées d'épisodes, de podcasts, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi parce que l'idée c'est aussi que ça vous apporte de la valeur. Donc voilà, si vous avez, n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions sur LinkedIn ou directement dans les commentaires. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. On vous souhaite une belle continuation. Voilà, à très bientôt et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, ciao. salut, ciao, ciao, à bientôt.